disait du Binon que ce n'était pas un co-auteur, c'était un frère. Et je vais vous expliquer dans la suite effectivement de l'exposition pourquoi, mais leur entente était vraiment incroyable entre les deux. Alors, après les Japata, qui est donc le premier tome de Bugdali, je vous dis, c'est vraiment l'effervescence. Hein. Donc, on a effectivement un engouement de la part des lecteurs au sein de Jean Le Spirou qui est pratiquement direct. Et donc, il faut bien entendu enchaîner. Et comme je vous l'ai expliqué, pendant 5 ans et plus 5 ans, ils vont enchaîner sans discontinuer effectivement une présence dans Jean Le Spirou. Les premières vacances qu'ils vont prendre vont durer que 6 semaines, hein, donc 6 numéros. Pour le reste, ils sont effectivement au taquet en permanence. Et ceci est la première réelle couverture que réalise effectivement Victor Rubinon. Et vous allez en voir beaucoup à chaque fois, elles introduisent les pages qui suivent, même si elles ont été réalisées, bien entendu, après les planches en elles-mêmes. La première couverture du tome 1 de Bugdali a été réalisée par J.G. Comme ça a été le cas par exemple pour Boubéry, J.G. qui était vraiment l'homme du journal de Spirou, qui était aussi effectivement l'homme de Dupuis, et pour s'assurer effectivement de pouvoir avoir cet impact, directement c'est lui qui l'a réalisé. Mais dès la seconde, on voit que Rubinon, qui est encore très jeune, maîtrise effectivement cette action, maîtrise les différents plans, maîtrise les couleurs, et il n'a plus de raison effectivement que d'autres personnes réalisent ces couvertures. Ce sera encore le cas pour Attaquant Birmanie, mais j'en parlerai plus tard. Au niveau des travaux qu'on a ici, on va retrouver énormément dans cette exposition de ce que j'appelle les premières pages, c'est-à-dire les pages qui arrivent et qui commencent donc le récit. C'est souvent le moment où on va prendre une case qui va être plus grande, où on va essayer de pouvoir arriver et marquer le lecteur d'entrée de jeu, et c'est ce qu'on peut voir ici comme réalisation. Les couleurs que vous voyez là sont soit des couleurs qui ont été réalisées par Albert Weinberg, pour ceux qui le connaissent, c'est l'auteur entre autres de Marc d'Acier, une autre grande série effectivement d'aviation. Il a également collaboré donc avec Jean-Michel Charlier, mais on le retrouve aussi dans cette entité effectivement autour de Georges Trafontaine. Et donc on sait que dans les Mystères du Midway, il a de temps en temps collaboré effectivement à l'ancrage et qu'il a travaillé également pour les couleurs de manière à ce que les couleurs soient bien réalisées par les chromistes de Dupuis. De nouveau, c'était une époque où il était compliqué de savoir exactement qui faisait quoi. La volonté de Georges Trafontaine à l'époque, c'est de travailler avec vraiment un studio à l'américaine. On a des personnes qui sont présentes pour arriver et faire les cadrages, d'autres qui sont présents pour faire les lettrages, les personnes qui font les dessins, ils sont 2 en train de travailler, le scénario, on a vu qu'il y avait déjà une répartition entre Trafontaine et Charlier, et donc c'est ce que veut réellement effectivement Georges Trafontaine, travailler à l'américaine avec beaucoup de personnes de manière à pouvoir réaliser effectivement un débit qui est assez productif. Au point que Georges Trafontaine arrive et crée sa propre entreprise qu'il nomme la World P Press. C'est un nom un peu ronflant, mais qui effectivement indique qu'il va pouvoir arriver et travailler pour faire de la bande dessinée, pour faire de la publicité et pour arriver à travailler pour la presse de manière effectivement la plus importante. Le désavantage de ça, c'est que c'est plutôt la World P Press qui est sur les contrats et pas les auteurs. Et donc ça veut dire que si l'éditeur ou l'entrepreneur de Trafontaine a envie de changer effectivement le type, il peut le faire aussi. On va comprendre que quelques années plus tard, ça va poser des problèmes. Par rapport au dessin que vous avez ici, je vous laisserai les regarder après. On a effectivement tout le travail que vous allez voir sur la mer, et c'est un élément qui va être caractéristique par rapport au travail de Victor Rubinon. Mais je vous rappelle que tous les bateaux que vous voyez là sont réalisés par Charlier. Alors, de temps en temps, je vous dis, on se pose des questions par rapport à l'ombrage et par rapport à des effets qui sont dessous. On en reparlera dans des planches un peu plus tard, mais il y a fort à parier qu'effectivement, l'émulation aidant, Victor Rubinon va rajouter de temps en temps les petits éléments sur les réalisations de Charlier. Alors, je voulais vous montrer 2 choses. On parlait tout à l'heure effectivement de la petite case qui était là et on me posait une question, c'est vous qui la posiez. J'ai été vous rechercher, alors c'est pas super comme impression, mais c'est pour vous donner un peu une idée. J'ai été rechercher la page de Journal Spirou. Et vous voyez que sur la page de Journal Spirou, outre les couleurs, effectivement, cette case-ci, qui n'est pour finir pas une case qui est narrative, parce qu'elle rappelle effectivement la sortie qui est là, cette case-ci est remplacée effectivement par le petit carré donc, de résumé qui se trouve là. Alors pour moi, cette planche, elle est surtout super et incroyable avec le travail au pinceau que vous avez réalisé par Victor Rubinon pour représenter cette mer en furie. Il y a 2 grandes familles d'outils qu'on utilise pour pouvoir dessiner, c'est la plume et le pinceau. La plume permet d'avoir un trait qui est extrêmement régulier et qui permet d'avoir une même largeur, on va dire épaisseur effectivement du trait, même s'il y a moyen de faire des déliés avec. Le pinceau, par contre, à partir du moment où vous appuyez un peu plus, votre pinceau va s'écarter et votre trait va effectivement noircir et avoir tendance à s'élargir. Et si vous le faites plus léger, vous allez faire un trait qui est beaucoup plus fin. On dit que l'utilisation du pinceau est beaucoup plus compliquée que l'utilisation de la plume. Ce sont 2 outils qui sont différents, mais rares sont les personnes à pouvoir les employer tous 2. Parmi ces personnes-là, et à élever effectivement ce talent au niveau de l'art, il y avait Victor Rubinon.
Au début, c'est quelqu'un qui travaille effectivement à la plume. On le voit quand on a vu les premières planches qu'on a un trait qui est beaucoup plus régulier. Et puis, au moment où JG, donc je vous parlais de Joseph Guillain, donc, qui était effectivement un grand auteur, qui a entre autres beaucoup travaillé sur Spirou, donc pour le personnage, la série, mais également pour le magazine, au moment où JG va partir au Mexique en 1947, Victor Rubino, qui est un fan absolu de l'œuvre de JG, va essayer de reprendre une de ses séries et va vouloir reprendre Blondin et Cirage. Pour pouvoir le faire, il va travailler aux côtés de JG. Et JG a été un maître pour la plupart, effectivement, des grands auteurs qu'on connaît maintenant de cette époque, à savoir Maurice, à savoir Franquin, à savoir Will, et toutes ces personnes-là. Et de la même manière que les autres, JG va aider effectivement Victor Rubino, entre autres en le poussant à travailler au pinceau et en lui donnant les techniques complémentaires. Et on va voir qu'à partir de fin 47 et les planches qui vont suivre, on va avoir une maîtrise de plus en plus incroyable de la part de Victor Rubino au pinceau. Et c'est ce qu'on voit déjà apparaître effectivement ici dans cette page-ci. Encore deux petits éléments je vais citer. Le premier, c'est qu'on va avoir effectivement, et c'est un peu dans l'air du temps, ces petites vignettes, on va dire didactiques, qui permettent d'arriver et d'apporter des éléments complémentaires. Et une planche que je trouve vraiment importante, c'est celle-ci. Outre pour ce carré dont je vous ai déjà parlé et qui va effectivement devenir pour moi une des signatures de Guinon, mais également, et je vais vous laisser le temps de le regarder, vous allez voir qu'il y a des indications qui sont placées à côté des couleurs. On a 1B, 2B, 2J, 1B, etc., etc. On a beaucoup discuté lors de la visite guidée précédente pour essayer de comprendre ce que c'était. Pour moi, ce sont les couleurs primaires qu'on doit mélanger pour donner effectivement la couleur attendue. Ici, par exemple, pour le vert qui est là, on a 2 jaunes, 1 bleu. À partir du moment où on met 2 proportions de jaune et 1 proportion de bleu, on va obtenir un vert qui va être assez clair et qui va répondre effectivement aux attentes de l'auteur. Pour moi, c'est Albert Weinberg, je pense, qui a fait des essais sur la planche, après effectivement qui a été photographié, peut-être même avant, pour pouvoir arriver et donner des indications aux chromistes après de Dupuis pour dire c'est comme ça que vous devez travailler. Ça, c'est la planche effectivement comme elle est parue dans Jean Spirou. Et donc vous voyez qu'ils ont respecté grosso modo ce qui a été demandé. C'est-à-dire que là, il y a des dégradés qui sont des couleurs différentes. Ils n'ont pas été aussi loin que ça. Les chromistes de Spirou n'étaient pas réputés pour être les meilleurs coloristes de la Terre, ils étaient là pour faire le boulot pour un ligne. Je ne dirais rien contre Tintin, parce que les chromistes de Tintin, vraiment, c'était des prisonniers italiens, qui faisaient les couleurs du journal. Donc voilà. Mais en tout cas, le résultat était là. Il y avait la volonté de la part des auteurs de dire donnons les bonnes indications pour s'assurer qu'effectivement, les chromistes qui doivent faire leur boulot vont bien le faire. La personne qui avait le meilleur point de vue des chromistes de Dupuis, c'était Maurice. C'est pour ça qu'il a fait Lucky Luke avec du noir, du jaune et du blanc. Quand il s'est dit là, ils ne peuvent pas se tromper. Je vous laisse regarder.